RMC, nous recevons Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. C'est riche tout cela. Guillaume Kasbarian, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez recevoir les syndicats de la fonction publique ? Tout à fait, je souhaite les recevoir. Je les avais déjà reçus quand j'ai pris mes fonctions. Oui. C'était la première chose que j'avais faite quand j'étais arrivé dans ce beau ministère. Et ils m'ont écrit, bien sûr, cette semaine. Et je les recevrai jeudi 7 novembre à 14h30 au ministère pour évoquer l'agenda social que je leur ai proposé et avancer sur des sujets de concertation, sur les conditions de travail des fonctionnaires, sur l'attractivité des métiers, sur beaucoup de sujets que nous avons pour améliorer le quotidien des fonctionnaires dans notre pays. Alors, nous allons entrer dans le détail. D'abord, commençons avec votre plan absentéisme. Je rappelle que vous voulez lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique. Vous rappelez quelques chiffres en disant le nombre de jours d'absence est passé de 43 millions à 77 millions. Mais je vous pose une question corollaire en disant combien de fonctionnaires en plus ? Vous savez ? Alors, on a une augmentation, ça dépend des endroits, parce que vous avez trois fonctions publiques. Vous avez la territoriale, l'hospitalière, l'État. Il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui parle de l'augmentation depuis 10 ans de 100 000 fonctionnaires dans la territoriale. Donc on a une augmentation de la masse de fonctionnaires. On est à 5,7 millions d'agents aujourd'hui dans notre pays. Mais moi, le sujet, c'est pas aujourd'hui, je suis pas là pour parler de réduction de la masse de fonctionnaires ou pour parler des effectifs des fonctionnaires. Moi, le sujet sur l'absentéisme, c'est de constater factuellement, comme vous l'avez dit, qu'il y a une augmentation significative de l'absentéisme. 77 millions de jours d'absence dans l'année. Ça correspond à peu près à 350 000 postes équivalents temps plein. Et il se trouve qu'il y a un décrochage public-privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde par agent le nombre de jours d'absence dans l'année, on est à 14,5 pour les fonctionnaires et on est à 11,6 dans le privé. Alors qu'il y a quelques années... 17 dans la territoriale. 17 dans la territoriale. Alors qu'il y a quelques années, il y avait une égalité entre privé et public, c'est-à-dire qu'ils étaient à peu près à 8,3 tous les deux. Pourquoi et donc ça a divergé avec le temps. Alors pourquoi cet absentéisme dans le public ? Alors vous avez plein de facteurs qui peuvent jouer sur l'absentéisme. Il y a bien sûr les conditions de travail, il peut y avoir des métiers qui sont plus exposés que d'autres. Il peut y avoir parfois des agressions qui touchent les agents. Il peut y avoir plein de sujets qui motivent et qui en tout cas expliquent l'absentéisme. Et puis il y a aussi probablement une différence de règles entre le privé et le public. Et ça fait partie du paquet de solutions que je propose. Aligner ou rapprocher les systèmes sur les jours de carence et sur le taux de prise en charge entre le public et le privé. Voilà. Et donc, vous pensez que c'est la solution pour faire baisser l'absentéisme ? Moi, ce que je dis, c'est que c'est un plan global. Il n'y a pas que ça. C'est deux mesures fortes de responsabilisation. Alors, je rappelle que vous passez à 3 jours de carence. C'est la première proposition. La deuxième, elle est de passer de 100% de prise en charge à partir de la carence à 90% de prise en charge. Et l'un dans l'autre, cela permet un rapprochement des règles publiques-privées. Après, il y a d'autres éléments dans mon plan que j'ai annoncé. Le premier qui est l'amélioration des conditions de travail. Vous avez par exemple des mairies qui ont mis en place des nouveaux postes de travail, qui ont travaillé sur l'ergonomie des postes, qui ont parfois acheté des exosquelettes pour des tâches physiques de certains de leurs agents. Tout ça permet d'améliorer les conditions et limiter un certain nombre d'accidents et d'absences. Puis vous avez aussi la bureaucratie qui aujourd'hui mine beaucoup de fonctionnaires et qui fait que quand on s'engage pour être gendarme, pour être dans l'administration, pour être fonctionnaire, c'est pas forcément pour faire de la paperasse toute la journée. Et donc il y a un sujet de débureaucratisation pour les agents publics qui parfois souffrent de certaines tâches au travail. Et puis il y a la question des agressions, je veux améliorer la protection. Ça fait longtemps que je fais du journalisme, mais ça fait longtemps que j'entends les ministres successifs me parler de débureaucratisation, de simplification. C'est un travail au long cours. On ne la voit jamais venir. Hein. C'est un travail au long cours, c'est un peu Sisyphe, monsieur Bourdin. C'est-à-dire que c'est un travail permanent. Après, sur la simplification, nous avons un beau projet de loi qui a été adopté au Sénat qui va permettre de faire beaucoup de choses. Supprimer des comités Théodule, je vais y revenir. Plein de choses, et donc ça sera l'occasion dans quelques semaines à l'Assemblée nationale d'aller le plus loin possible sur la débureaucratisation. Alors je vais y revenir sur la suppression de comités, d'organismes publics, dans le privé, maintien du salaire souvent, lorsqu'il y a jour de carence, parce que il y a des accords de branche, parce que d'accord dans les entreprises. Ça dépend énormément. D'ailleurs, ça dépend, oui. Ça me permet de parler d'une fake news que j'ai beaucoup entendue ces derniers jours, qui est celui
le mythe que 75% des salariés du privé auraient une carence qui est prise à 100% en charge. L'IB d'ailleurs a fait un fact-checking sur le sujet et a bien démontré lui-même qu'il y avait en réalité beaucoup de disparités, qu'on était plus proche des 38% et que ça dépend de votre convention collective. C'est vrai. Et au sein de votre convention collective, ça dépend de votre ancienneté souvent dans l'entreprise, ça dépend du nombre d'absences que vous avez dans l'année, mais c'est pas open bar, excusez-moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas une prise en charge à 100% des 3 jours de carence pour tous les salariés du privé, c'est totalement faux. Et donc en réalité, il y a énormément de spécificités. Les salariés de la boulangerie, de la coiffure, des services à la personne n'ont pas ce type de protection-là. Donc arrêtons de faire croire qu'on aurait un monde merveilleux dans le privé où tout est pris en charge, il n'y a pas de carence et on prend en charge, alors que c'est pas le cas. Dans le public aussi, il y a des assurances parfois qui permettent de prendre en charge les jours de carence. Vous avez ces sujets-là, puis vous avez aussi dans le public, en tout cas ce que l'on veut faire, c'est améliorer la protection sociale complémentaire, qui est un beau chantier qui avait été lancé à l'époque par Amélie de Montchalin et qui avait été poursuivi par Stanislas Guérini. Et bien évidemment, nous sommes tout à fait disposés à améliorer la protection sociale complémentaire des agents publics. Et ça fait partie des chantiers que nous aurons dans le dialogue social avec les organisations syndicales. Un amendement pour traduire tout cela devant les parlementaires, qui sera repris, j'imagine, dans le texte final budgétaire transmis au Sénat. Alors, il sera proposé à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances. Voilà. Il sera ensuite proposé, et je ne sais pas quelle sera la décision des députés, mais le texte ira au Sénat. Il se trouve qu'au Sénat, chaque année, les sénateurs ont l'habitude de mettre ces 3 jours de carence, et que l'année dernière, dans leur version sénatoriale du budget, ils avaient déjà intégré ces 3 jours de carence. Donc j'imagine que cette année, ils auront le même vote, puisque le Sénat n'a pas changé de disposition depuis l'année dernière. Et je pense qu'à la fin des fins, on aura un vote parlementaire sur ce sujet. J'ai quelques questions à vous poser. On a un vote parlementaire, mais on aura aussi un sentiment populaire. J'ai lu avec attention un sondage ILAB hier qui montrait que 67% des Français étaient favorables à l'alignement du jour de carence et 60% étaient favorables à une baisse de la prise en charge à 90% en cas d'arrêt. Et donc, je pense que c'est une mesure qui est attendue par beaucoup de Français pour mettre de l'équilibre dans le système. Et Guillaume Kasbarian, vous voulez aligner au maximum les règles du privé et du public. Bon, pour le calcul des retraites, ce n'est pas le cas, on le sait. Est-ce qu'il faut avancer dans cette direction-là? C'est pas le chantier du moment sur lequel je suis. Non, mais d'accord, mais est-ce que... Monsieur Bourdin, je veux pas ouvrir la totalité des chantiers à l'instant T. J'ouvre déjà des chantiers avec courage, avec responsabilité, avec vérité, parce qu'on a un problème sur l'absentéisme. Je vais pas ouvrir la totalité des chantiers à l'instant T. Ouvrons d'autres chantiers, parce que vous les avez ouverts. Du moins, votre prédécesseur les a ouverts. La rémunération au mérite. Par exemple, dans la fonction publique. C'est un beau sujet qui d'ailleurs est... Le chantier est ouvert. Le chantier est ouvert. Ça fait partie des objets de discussion et de concertation avec les syndicats. Mon prédécesseur avait lancé effectivement un travail sur le sujet. Je suis favorable à ce qu'on puisse le poursuivre. Et l'amplifier. Voilà, reste à savoir comment est-ce qu'on l'amplifie par voie législative ou est-ce que nous avons des lois qui permettent déjà en fait de faire des choses par voie réglementaire. Une nouvelle loi sur le sujet? Pas forcément. En fait, la question est à poser. S'il y a des choses à modifier dans la loi pour aller plus loin, on en rediscutera. Mais en tout cas, sur le principe de se dire qu'il y a une part de rémunération qui prend en compte le mérite, l'effort, y compris collectif dans un service, le fait d'atteindre des objectifs et de les rémunérer en tant que tels à la fin de l'année. Ce sont des principes qui me semblent tout à fait sains dans un fonctionnement normal et que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui dans notre pays. Ça marche plutôt bien. Est-ce qu'il sera bientôt permet de valoriser ceux qui font, ceux qui se donnent au maximum, ceux qui atteignent des objectifs, ceux qui s'embarquent dans une histoire collective dans un service quel qu'il soit et permettre à la fin des fins de mieux valoriser le travail. Donc moi j'y suis bien évidemment favorable. Mais je veux en discuter avec les syndicats. Vous allez en discuter avec les syndicats? Bien sûr, ça fait partie, la rémunération du mérite fait partie des éléments que j'ai proposés à l'agenda social aux syndicats, bien évidemment. Est-ce que vous allez discuter avec les syndicats du licenciement des fonctionnaires pour insuffisance? Alors c'est également un sujet qui avait été ouvert par mon prédécesseur Stanislas Guérini. Là encore, des dispositions existent déjà dans la loi pour permettre de licencier en cas d'insuffisance de faute grave. Reste à voir dans la concertation s'il y a des besoins supplémentaires pour aller plus loin. Je ne suis pas fermé à ce qu'on aille plus loin et ça fait partie des chantiers, là encore, que je souhaite concerter dans le dialogue de façon le plus apaisée possible avec les organisations syndicales. Est-ce que vous allez jeudi prochain parler des suppressions des catégories? Parce que c'était ici même que votre prédécesseur avait annoncé ce chantier, l'ouverture de ce chantier-là. Tous les chantiers qui avaient été ouverts par mon prédécesseur sur la réforme de la fonction publique, y compris celui que vous venez de citer, font partie des discussions que je mets à l'ordre du jour de l'agenda social. Donc vous allez discuter de la suppression des catégories? Je n'exclus aujourd'hui. Toutes les options sont sur la table.
Je n'exclus rien sur le sujet. Et vous comprendrez bien que je ne fais pas d'annonce aujourd'hui parce que j'ai bien besoin de concerter, sinon ça sert à rien qu'on se voit. Donc, je vais voir les syndicats à nouveau, je vais en discuter avec eux sur l'ensemble des chantiers et nous déciderons ensuite des bonnes décisions à faire sur les différents chantiers, parce qu'il y a plusieurs chantiers sur la réforme de la fonction publique. Alors, un autre chantier dont je vais vous parler, c'est la rémunération dans la fonction publique. Mais auparavant, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Des chiffres sont tombés. Fonction publique hospitalière, c'est votre domaine aussi, c'est le ministre de la Santé, mais c'est aussi votre domaine. À l'hôpital, fermeture des lits. Les fermetures de lits se poursuivent. 4900 lits fermés en 2023. Moi, une chose qui m'intéresse, c'est que tous les médecins que je rencontre, que j'invite, me disent à l'hôpital, il y a beaucoup trop d'administratifs, beaucoup plus d'administratifs que de soignants. Ce qui est dommage d'ailleurs. Alors, faut-il fixer par la loi un nombre minimal de soignants à l'hôpital ? Moi, je pense en tout cas que vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de tâches administratives. J'étais il y a quelques jours à l'hôpital du Mans et on a discuté notamment avec des secrétaires administratives à l'hôpital qui nous montraient qu'elles avaient dans la journée énormément de tâches administratives, y compris parce que les systèmes d'information étaient mal fichus, que les agendas n'étaient pas connectés et qu'elles devaient faire ensuite des tâches répétitives parce qu'il y avait un problème de système d'information. Ça représentait 50% de tâches en plus qu'elles pouvaient avoir à faire. Et donc, je suis convaincu qu'il y a des marges de progrès dans tous les services, à travers notamment de nouveaux outils informatiques, à travers l'intelligence artificielle, à travers de nouvelles conditions de travail, pour diminuer la part de tâches administratives qui pèsent sur tout le monde à l'hôpital. Il faut fixer par la loi un nombre minimal de soignants dans chaque hôpital. Non, moi, ce qui me paraît intéressant, je le redis, je vous dis ça parce que au Sénat, parce que des propositions de loi ont été déposées dans ce sens. Mais moi, mon sujet, c'est pas d'opposer soignants et personnel administratif, parce qu'on a besoin de secrétaires. Mais c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Parce que moi, la bonne idée que je défends, Monsieur Bourdin, c'est de se dire que sur tous les postes, y compris d'ailleurs sur le poste des infirmières et des médecins, qui parfois eux-mêmes ont des tâches administratives pour qualifier certains actes dans les systèmes d'information. Moi, mon sujet, c'est d'enlever des tâches administratives à tout le monde à l'hôpital, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des secrétaires, que ce soit des administratives, c'est de réduire leur fardeau très concrètement, service par service, pour qu'ils aient le plus de temps possible médical et qu'ils aient le moins de temps administratif possible. C'est un travail besogneux. Je comprends que c'est peut-être moins séduisant que de fixer arbitrairement des nombres, des chiffres, mais ça me paraît essentiel parce que quand vous discutez avec du personnel à l'hôpital, ils vous disent eux-mêmes qu'ils ont beaucoup de tâches dans leur journée, qui sont des tâches administratives et qui les empêchent d'avoir du temps médical. Et donc pour moi c'est ça l'enjeu, c'est un travail là aussi de Sisyphe et ça me paraît beaucoup plus efficace si on veut gagner du temps médical et limiter le fardeau administratif à l'hôpital. Est-ce que vous allez supprimer la prime de pouvoir d'achat des fonctionnaires ? La suppression, en tout cas, de cette JIPA, j'imagine que vous faites référence à la JIPA. Oui. Donc, c'est une prime qui a été créée en 2008, et à l'époque, quand elle a été créée, elle concernait pas tous les fonctionnaires. Elle concerne ceux qui sont en fin de carrière, fin de grille, avec la moitié, la moitié catégorie A, et seulement 10% catégorie C. Et donc ça veut dire que c'est une prime qui a été construite à l'époque dans un effet de rattrapage de ceux qui n'avaient pas bénéficié forcément des autres mesures, qui concerne 200 à 300 000 fonctionnaires sur les 5,7 millions d'agents. Ou pas ? Je trouve qu'elle est, en tout cas, elle se justifie beaucoup moins aujourd'hui par sa construction. Vous allez la supprimer si elle se justifie moins. J'ai posé la suppression dans l'agenda social et je souhaite en discuter là encore avec les syndicats, mais noir sur blanc. Favorable à la suppression. Noir sur blanc, je pense que cette prime qui avait été inventée encore une fois en 2008 ne répond pas aux enjeux de pouvoir d'achat globaux de l'ensemble des fonctionnaires. Mon avis personnel, je pense qu'il faut aller vers une suppression de la JIPA et je l'ai mis à l'ordre du jour des discussions que nous avons avec les syndicats, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une revalorisation du point d'indice en 2025 ? Alors, mon prédécesseur, à 2 reprises, a fait des revalorisations de points d'indice. Plus 3,5 en 2022, plus 1,5 en 2023. Voilà, dans une ampleur qui est inédite depuis 37 ans. C'est d'ailleurs un argument de Stanislas Guérini de dire c'est la plus grosse revalorisation du point d'indice depuis 37 ans. Donc, ces 2 dernières années ont fait l'objet d'une revalorisation significative. La question des revalorisations futures, elle dépendra de nos marges budgétaires. Est-ce qu'on est capable d'avoir un budget qui tient... Les marges budgétaires... En tout cas, Monsieur Bourdin, moi je suis obligé d'être responsable et de dire la vérité aux Français. C'est-à-dire qu'à un moment... Vous direz la vérité aux syndicats, il n'y aura pas de revalorisation de point d'indice. C'est parce que ce que je dis, c'est qu'en tout cas, on peut travailler sur l'attractivité de certains métiers, on peut travailler sur la question des grilles, il y a du travail sur la rémunération, parce que tout ne passe pas forcément que par le point d'indice, mais qu'il y a, ce que je rappelle simplement, c'est que mon prédécesseur a augmenté à 2 reprises le point d'indice ces 2 dernières années, que nous sommes dans une situation budgétaire
très compliqué et que mon devoir, ma responsabilité de ministre est de dire la vérité sur ces chiffres-là et partager cette contrainte avec tout le monde. Et donc si on a des marges de manœuvre sur certains métiers pour être un peu plus attractifs, on les prendra. Mais les hausses générales de points d'indice nécessitent des marges budgétaires que, à ce stade, je n'ai pas. Donc, voilà. À ce stade, vous dites qu'il n'y aura pas de revalorisation de points d'indice. Sur le point d'indice, je souhaite le mettre à l'ordre du jour avec les syndicats. On va en discuter avec eux, Monsieur Bourdin. Je peux pas vous dévoiler. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux syndicats, j'ai les moyens d'augmenter le point d'indice. Ah, mais ce qui est certain, c'est que si je n'ai pas les moyens, c'est ce que vous allez lui dire. Ce que je dis aujourd'hui, mais parce que tout le monde voit les chiffres, Monsieur Bourdin. Bah oui. On est à plus de 5% de déficit. Donc il n'y aura pas de revalorisation. Je veux dire, c'est clair. Ce que je dis, mais non, mais ce que j'essaierai quand même d'expliquer, Monsieur Bourdin, c'est que tout ne passe pas que par la question du point d'indice. Non, mais ça, j'ai compris. Et que tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de rémunération mérite, quand on a parlé tout à l'heure de revalorisation de certains métiers, quand on a parlé tout à l'heure, puis il y a d'autres éléments de pouvoir d'achat, dont on ne parle pas assez, le logement en fait partie. Moi, je souhaite qu'on puisse encourager l'investissement. Faciliter l'accès au logement. Voilà, sur le logement social. Alors, vous avez par exemple des hôpitaux, l'hôpital l'AP-HP à Paris, qui réserve des logements sociaux pour les agents de l'hôpital à Paris et qui aimerait le faire plus. Le problème qu'on a, c'est que quand ils donnent un logement social à un infirmier par exemple ou à un agent de l'hôpital, si cet agent ensuite décidait de partir ailleurs, il peut pas forcément récupérer cet appartement-là parce que le bail n'est pas lié au contrat de travail. Et donc, il y a des changements comme ça, vous voyez, qui permettraient d'encourager les acteurs à investir dans le logement social et dans le logement intermédiaire des agents, si tant est qu'ils puissent avoir vraiment la maîtrise de ces logements et s'assurer que ça bénéficie bien aux agents de la fonction publique et que ça parte pas ailleurs. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye d'améliorer. Pourquoi ? Parce que le logement, c'est 40% de la dépense contrainte. Et donc, ça veut dire que quand on parle de pouvoir d'achat des agents, si on parle pas de logement, on oublie 40% de l'histoire. Donc, moi, mon enjeu, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de travail des agents. Et encore une fois, tout ne passe pas que par le point d'indice. Et ces sujets-là, moi, je veux les mettre sur la table. Le point d'indice, comme je suis têtu, vraiment têtu, vous savez, Guillaume. Mais moi aussi, Monsieur Bourdin. Vous le savez, je suis très têtu. Mais moi aussi. Mais vous aussi, mais c'est très bien. Est-ce que jeudi prochain, vous proposerez la revalorisation du point d'indice ? Ah non, ce n'est pas ce que je proposerai. Ce n'est pas ce que je proposerai jeudi prochain. Je souhaite par contre discuter du pouvoir d'achat global. Vous ne proposerez pas. Ça ne fait pas partie des sujets sur lesquels je ne vais pas arriver dans la réunion en me disant j'augmente l'année prochaine le point d'indice de 5 points. Mais Monsieur Bourdin, Monsieur Bourdin, moi je vais vous dire, c'est toujours, mais j'aime bien parce que vous êtes clair. Mais vous répondez clairement. Si je pose une question Bourdin, directe. j'essaye en tout cas d'être à la fois clair et encore une fois de dire la vérité. Moi, c'est sûr que c'est facile pour un ministre. Pas les moyens, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que le ministre n'est pas toujours là pour dire des choses qui font plaisir à tout le monde. Et je dis pas que la tâche est simple. Je dis pas que c'est simple ma mission. Je dis pas que je peux contenter tout le monde. J'essaye d'être le plus responsable et d'être le plus réaliste par rapport à la situation dans laquelle on est et de partager avec vous, vos auditeurs et avec l'ensemble de ceux qui nous écoutent, la situation dans laquelle on est. C'est ma responsabilité. Vous avez besoin d'argent. L'État n'a pas d'argent, on le sait. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais quelle est l'utilité du Haut Commissariat au Plan ? Là, je vous pose franchement la question parce que. Mais non, mais franchement, vous dépensez de l'argent, l'État dépense de l'argent, pourquoi faire ? Je vais pas faire du name and shame sur un organisme en particulier. Mais par contre, ce que je veux vous dire sur cette question des comités et des organismes, deux choses. Oui. Un, je suis favorable à ce qu'on supprime et qu'on mutualise beaucoup de comités. Et le projet de loi simplification qui arrivera... Agence de l'État 473. Alors, il y a deux choses. Il y a les agences et il y a les comités. Il y a des comités. Oui, mais vous avez plein de comités. Pour les gens, c'est pareil. Hein. Oui, c'est un petit peu différent. Mais j'entends tout à fait, Monsieur Bourdin. Ce que je dis juste, c'est sur les comités, on a un projet de loi simplification qui va permettre d'en supprimer un paquet. Combien ? Je suis favorable à ce qu'on aille le plus loin possible sur la suppression et la mutualisation de comités. C'est-à-dire ? Sur les agences, je vais vous donner un chiffre. Sur les agences, le Premier ministre a fixé un objectif qui est de réduire de 10% dans les 4 ans qui viennent les opérateurs et les agences dans notre pays. Et donc nous avons un objectif chiffré qui nous est fixé par le Premier ministre. On a d'ailleurs un séminaire gouvernemental qui arrive très bientôt dans quelques jours et qui sera l'occasion de partager avec l'ensemble de mes collègues dans tous les ministères cet enjeu de réduire de 10% les comités et les agences et les organisations dans notre pays à horizon 4 ans. Sur les comités, donnez-moi votre chiffre. Attendez, moi, la dernière fois que j'en ai supprimé, Monsieur Bourdin, j'étais rapporteur d'un projet de loi qui en a supprimé 15. Et à chaque fois, je me battais pour en supprimer plus, sauf que j'avais parfois de la résistance parlementaire sur le sujet, parce qu'il y a derrière chaque comité, vous avez quelqu'un pour vous expliquer que c'est absolument essentiel à la marche du pays. Oui, par exemple, l'agence de financement des infrastructures de transport en France. Monsieur Bourdin, j'en ai fait la liste, la liste, mais il y en a des centaines et des centaines, je pourrais tous vous les citer.
C'est très important. Moi, je suis favorable à ce qu'on étudie leur utilité. Quand ça produit rien, quand ils se réunissent pas, quand ils font même parfois des freins à la décision publique, et quand on se rend compte que d'autres comités en fait font la même chose, voire mieux, il faut pas se poser de questions, il faut supprimer ou mutualiser. Et moi, je vous ai donné un chiffre. Je vous ai donné 10% sur 4 ans sur les agences. Sur les agences, mais sur les comités, on m'avait dit que vous sur les comités, moi j'aimerais qu'on ait plusieurs dizaines de suppressions dans les mois qui viennent. Voilà, plusieurs dizaines de suppressions de comités dans les mois qui viennent. J'ai pas peur sur le sujet, je serai pas celui qui freinerait la suppression de comités, je serai celui qui encouragerait, mais sur une base rationnelle. On supprime des comités parce que certains ne sont plus utiles, parce que d'autres organismes sont plus efficaces, parce qu'ils produisent plus de rapports, et parce qu'on se rend compte que ça marche pas très bien. Donc, quand ça marche pas, faut pas se poser la question, on supprime. Mais je vous dis, la résistance au changement, elle viendra pas de moi. Elle viendra de celles et ceux qui parfois y siègent, ou celles et ceux qui parfois hésitent parce qu'ils ne veulent pas y aller franco. Mais ça sera un moment de vérité. On peut pas venir sur vos plateaux et dénoncer les comités, et ensuite ne pas voter des suppressions de comités quand ça arrive. Moi, j'ai jamais freiné sur le sujet, et je peux vous assurer que je vais accélérer dans la suppression. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Suppression d'un jour férié, vous êtes d'accord, vous êtes favorable? Alors, ou les pas parlementaires sont en train de discuter de plein d'options pour encourager le travail, valoriser le travail et équilibrer les comptes, parce qu'on est dans une situation budgétaire très compliquée. Donc ça fait partie des débats parlementaires. C'est une idée qui a été... favorable ou pas? Je laisse les parlementaires faire sur ce débat. Bon, d'accord. Bon, alors, autre question, vous allez me dire si vous êtes favorable ou pas, c'est la suppression du SNU. Non, je suis pas favorable à la suppression du SNU parce que j'ai pu observer dans mon territoire, j'ai été député pendant 7 ans. Oui, je sais. Et moi, sur le territoire, j'ai pu voir des jeunes qui étaient ravis de ce passage dans le SNU, qui avaient un regard différent sur l'engagement, sur les forces de l'ordre, sur la gendarmerie, sur les militaires, sur les cérémonies patriotiques que nous pouvons avoir dans notre territoire. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont trouvé un sens à l'engagement, qui ont peut-être changé de perspective sur beaucoup de choses, et je trouve que l'initiative est intéressante. La mettre à la poubelle et considérer qu'on doit revenir en arrière dessus et l'arrêter, je pense à titre personnel, que ce serait dommage. Parce que nombre de députés ont pu voir sur le territoire des jeunes hyper engagés et hyper fiers d'avoir participé au SNU. Merci beaucoup Guillaume Casbarian d'être venu à vous, voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Allez, Benjamin Glaise sera avec vous après les infos de 9h.